Bonjour, bonjour, bonjour. Nous Bonjour. sommes dans la dernière soirée de la semaine du pouvoir créateur. Mais avant de commencer, j'aimerais être sûr que vous nous voyez et que vous nous entendez. Je vois qu'il y a Thierry qui est là. Thierry, est-ce que tu nous vois et que tu nous entends? Je vois pour Paola. Oui, Paola me dit que tout va bien. OK. Donc, nous sommes en ligne et comme je vous disais, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière soirée de cette semaine merveilleuse. Et ce soir, j'ai invité Philippe Bobola. Bonsoir, Philippe, pour être Bonsoir avec Anna nous. et bonsoir aux auditeurs. Philippe va nous parler ce soir de l'eau double quantique, un atout naturel et efficace en ces fins de cycle tourmentés. Philippe est physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Je le disais tout à l'heure que je suis hyper curieuse de savoir de quoi il va nous parler. Parce qu'on a eu des échanges il y a, pour préparer cette conférence et je trouvais vraiment très intéressant le sujet, mais j'aimerais savoir plus comme beaucoup de personnes ce soir. Alors Philippe, qu'est-ce que c'est? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le double quantique? Alors le double quantique, c'est le fait que chaque objet, inerte ou vivant, a à la fois une dimension incarnée et une dimension non incarnée. Alors le double quantique fait allusion à une propriété de la physique quantique qui fait que tout objet, que ce soit un atome, une molécule, on commence même à envisager des cellules, a une dimension à la fois corpusculaire et une dimension ondulatoire. Alors j'ajoute à la physique quantique une déconstruction du temps, puisque le pouvoir créateur, c'est pouvoir agir sur le temps. Et donc ça m'a amené à... Attends, est-ce que tu peux nous dire en français qu'est-ce que ça veut dire avoir un côté ondulatoire et un côté... Voilà, c'est-à-dire qu'un objet, c'est substantiel, et en physique quantique, simultanément, c'est ondulatoire. Et donc c'est une propriété très curieuse, parce que onde et matière semblent incompatibles. La matière est substantielle, l'onde est immatérielle, un objet a toujours une taille, une vibration est infinie, et puis on peut envisager un objet au repos alors qu'une onde n'est jamais au repos. Donc ces deux propriétés qui semblent incompatibles en physique quantique ont été réunies. Alors la physique quantique a été une révolution dans la façon de concevoir la structure de la matière, et moi j'apporte en plus à la physique quantique une déconstruction du temps. Alors on a tous reçu comme formation, si je puis dire, même si on n'a pas vraiment connu beaucoup d'heures de formation, que le temps c'est une droite. C'est quelque chose qui s'écoule dans un sens irréversible, où en permanence le présent fait place à un passé et laisse la place à un futur qui vient remplacer immanquablement cette machine qui transforme le présent en passé et fait venir le futur. Et ça s'écoule d'une façon régulière. Alors le premier à envisager, on va dire scientifiquement, le concept de temps, c'est Isaac Newton, qui définit le temps comme absolu, vrai, mathématique, et qui est sans aucune relation quelconque avec quoi que ce soit d'extérieur, et qui par lui-même et en lui-même coule uniformément. Donc il définit un temps qui s'écoule sans accélération et sans décélération. Alors la droite du temps de la physique classique est une droite où la portion qui va du passé au présent est définie une fois pour toutes, on ne peut pas la modifier, et la droite qui va du présent au futur est incertaine, aléatoire. Quand on passe dans l'infiniment petit, ce qui est le domaine de la physique quantique, eh bien on a une autre image du temps. Le temps en physique quantique est aussi aléatoire dans la portion qui va du passé au présent que dans celle qui va du présent au futur. Alors c'est très curieux, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire que excuse mon ignorance en physique quantique, ok. Le problème, c'est que c'est une déconstruction, c'est tout. C'est simplement un changement de paradigme
qui va lever certains mystères. Donc, quand on questionne une particule sur ses propriétés physiques, on prend le risque de changer son passé. Donc, la droite qui sous-tend la physique quantique est une droite aussi incertaine dans la portion qui va du passé au présent que dans celle qui va du présent au futur. Seul le présent est certain, mais éphémère. Et puis surtout, la physique quantique envisage la possibilité d'une réversion du temps. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le temps et j'ai essayé de proposer une autre vision du temps. Je ne suis pas le seul, hein, il y a d'autres physiciens qui proposent ça. Donc, le présent, tel que le définit Newton, c'est un flux qui s'écoule à vitesse régulière, sans accélération ni décélération. Mais on peut très bien envisager, ne serait-ce que par la pensée, un temps qui s'écoulerait plus lentement que le présent. Et ce temps qui s'écoule plus lentement que le présent, on va l'appeler passé. Et comme il n'a pas encore une incidence dans le présent, on va l'appeler passé potentiel. Donc le pouvoir créateur est associé à la possibilité d'aller choisir des potentialités différentes. Et puis, on peut très bien envisager à l'inverse un temps qui s'écoule plus rapidement que le présent, on va l'appeler un futur. Et comme lui aussi n'a pas encore une incidence dans notre présent, on va l'appeler futur potentiel. Donc encadrant notre présent, il y a une succession de temps qui s'écoule plus lentement que le présent, qu'on appelle le groupe de temps passé potentiel, et des groupes de temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent, qu'on va appeler futur potentiel. Alors, cette vision nous montre qu'on est tous sur une ligne temporelle. Donc, qu'est-ce que c'est faire une thérapie quand elle est réussie? C'est amener la personne à travailler sur elle au présent, mais évidemment, elle va changer son passé, qui intègre sa lignée générationnelle. C'est tout le travail d'Anand Singh, Hudson-Berger, les mémoires inter- et transgénérationnelles. Et c'est d'une certaine façon avoir la possibilité de changer son futur. Alors on l'a oublié, mais les anciennes civilisations, je prends en particulier Sumer, hein, c'est dans la région de l'Irak il y a 5000 ans, on trouve sur une tablette d'argile écrit cette phrase très intéressante: ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent. Alors on pourrait dire, ben voilà, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour réaliser mon projet que ce projet va pas se réaliser. Je tiens à ce projet, donc je vais faire venir la potentialité. Alors on peut aller plus loin. Ce temps qui s'écoule a une dimension vibratoire. Il serait lié, selon moi, à une particule que j'appelle chronon, qui, comme une particule quantique, a une dimension corpusculaire et une dimension ondulatoire. Et un individu, quand il pense, il envoie des vibrations. Et le futur est plein de potentialités. Et ces potentialités sont eux-mêmes vibratoires. Et donc, quand on est en résonance avec, je finis juste ça, en résonance avec la potentialité qui nous correspond le mieux, eh bien, on fait venir dans sa vie le futur correspondant. Et donc, le futur précède le présent. Donc, ça correspond bien à la formule des Sumériens. Ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent. Le futur précède le présent. Et donc, je fais en sorte d'être en résonance avec lui. OK. Alors, je vais te dire ce que j'ai compris pour savoir si j'ai bien compris. Alors, c'est-à-dire, quand tu dis que le futur précède le présent, c'est-à-dire, et en même temps, mais tu dis en même temps qu'il y a plusieurs futurs possibles. Donc, qu'est-ce qui précède? Comment on peut faire pour créer le futur qu'on veut? Justement, c'est tout. Là, on arrive au cœur du problème. Merci d'avoir posé la question. C'est comme il y a plein de futurs potentiels. Comment moi Philippe, c'est-à-dire que selon ce que tu es en train de dire, le destin n'existe pas. Non. OK. On a un mélange de prédestination et de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a toujours un futur potentiel qui est là, préexistant, mais c'est nous qui allons l'actualiser ou pas. Alors j'ajouterais que nos émotions sont déterminantes dans les futurs potentiels que nous allons contacter. Donc on voit bien qu'on peut soit actualiser un futur potentiel passé ou un futur potentiel
voilà, c'est un passé potentiel ou un futur potentiel qui va être actualisé. Donc, on définit autrement la machine du temps. C'est une actualisation d'un passé ou d'un futur potentiel. Et donc, si on est dans des énergies hautes, c'est-à-dire la bienveillance, la joie, l'estime de soi, on a tendance à faire venir un passé potentiel dans notre vie. Et généralement, ce passé potentiel va être plus harmonieux que si on fait venir un futur potentiel qui n'est pas forcément adapté à notre vie. Ça ne veut pas dire que le futur c'est le mal absolu. Ça veut dire qu'une personne, quand elle est équilibrée, elle a su trouver l'équilibre entre son passé et son futur. D'accord. Ok. Alors, évidemment, ça change beaucoup de choses parce que on va prendre une métaphore qu'on trouve dans la physique quantique. Une particule en physique quantique, elle n'est pas au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. La position géographique de la particule étant une propriété. Mais elle est aux 4 points cardinaux. Donc, avant que le physicien fasse une mesure, eh bien, la particule, elle est aux 4 points cardinaux. Mais quand il va faire une mesure, il va interagir avec l'une de ces positions géographiques. Et en physique quantique, on dit que le physicien devient un participant parce qu'il interagit sur ces 4 positions potentielles, aussi bien par son instrumentation que par sa conscience. Ben, d'une certaine façon, on peut dire que la santé est participative et que la vie est participative. La vie, c'est l'art d'aller chercher les futurs potentiels qui nous correspondent le mieux. Alors après, on y arrive ou pas. C'est pour ça que la loi d'attraction, il faut la redéfinir par rapport à l'émotion pensée. Est-ce que tu peux nous expliquer mieux ça? C'est-à-dire ce que nous montre, ça a été une question des premiers psychologues, notamment le William James, à savoir, est-ce que je pense et il y a une émotion qui vient, ou j'ai une émotion et la pensée vient, ou bien l'émotion et la pensée existent simultanément. La réponse, c'est que l'émotion précède la pensée. Donc, c'est très important, la gamme émotionnelle. Si je suis en colère, j'aurai des pensées de colère. Si je suis dans la joie, j'aurai des pensées de joie. Donc, ça dépend, le futur potentiel qu'on va choisir, de nos émotions. C'est pour ça que quand on amène la loi d'attraction sans émotion, ça peut pas marcher. Il faut à un moment donné que l'émotion soit associée à notre choix, à notre désir. C'est pas une méthode Coué. Et donc le passé, lui, est plutôt associé à des énergies hautes, c'est-à-dire la joie, la bienveillance, l'amour. Il est plutôt qualitatif et il est libertaire, alors que le futur, il est plutôt associé à des émotions basses, comme la colère, la haine, la frustration, le stress, etc. Il est plutôt quantitatif, il recherche la quantité frénétiquement, on pourrait appeler ça quantophrénique, et puis il est plutôt totalitaire. Alors, ce qu'il faut avoir compris, c'est qu'on a plein de bifurcations possibles pour nos vies à la fois individuelles et collectives. Et dans la période que nous vivons, eh bien, une des façons de pouvoir résister, c'est surtout pas la violence, ni la colère, ni la peur, ni la haine. Il faut contacter des énergies hautes de façon à faire venir le futur correspondant. Parce qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que si on est animé par la peur, on va faire venir le futur correspondant à l'émotion. Ben oui, bien sûr. Et donc, on risque de renforcer le monde dans la direction qu'on voudrait combattre. C'est pour ça que je dis... Répète-le, s'il te plaît, pour que ça voilà. C'est-à-dire que si je suis en colère, je vais faire venir un futur de colère. Ben oui. Voilà, si j'ai peur, je vais faire venir un futur de peur. Et donc, en ayant peur d'une chose, je veux l'éviter, mais comme l'émotion prime sur ma pensée et même me donne la pensée correspondante, je vais faire venir le futur que je voudrais éviter. C'est la raison pour laquelle il faut dans les combats, contacter au sein de nous des énergies hautes, ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. Je vais prendre un exemple. Si je suis bien dans ma vie,
je vais participer à l'équilibre de la planète parce que en étant bien dans ma vie, je vais actualiser un futur qui m'amène à être en harmonie. Les gens vont s'en apercevoir et donc je vais participer à l'équilibre de la planète. Par contre, si je suis pétri de peur, si je suis stressé, angoissé, etc., je vais participer au déséquilibre de la planète. Et donc, dans la lutte dans laquelle nous sommes actuellement, on voit bien, c'est la lutte entre la peur, la colère, les agressions, le stress, les angoisses, l'inquiétude pour l'avenir, et puis une autre façon de combattre. Alors, souvent, on oppose la notion de masse critique en disant on n'est pas assez nombreux. Alors, je voudrais mentionner 2 études, l'une dans laquelle j'ai participé et l'autre qui est due à 2 politologues, Erika Chenoweth et Marianne J. Chaplan. Alors, Erika Chenoweth est politologue à Harvard et Marianne J. Chaplan, elle a dirigé le programme de non-violence à l'Institut américain de la paix. Elle est aussi politologue. Et ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte que quand on a des revendications ou qu'on essaye de renverser un régime, on a 2 fois plus de chances de réussir quand on est dans la non-violence. D'accord ? Et deuxièmement, il faut uniquement 3,5% d'une population pour faire basculer un régime. Donc, ça, je l'avais vu et on disait que c'était faux. J'avais vu cette étude. Alors non, que c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. En fin de compte, la notion de masse critique, c'est une notion qui vient de la physique nucléaire. C'est la quantité d'uranium qu'il faut pour entraîner une fission nucléaire avec une explosion à la clé. Il en faut une certaine quantité pour arriver. S'il n'y en a pas assez, il n'y aura pas de fission en chaîne. Et s'il y en a trop, ça va exploser de façon non contrôlée. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a plein de façons de faire évoluer une situation. Et donc, ils ont fait un grand nombre d'études. Elles se sont rendues compte qu'il faut un minimum de 3,5%. Alors, on fait la même chose à Ibiza, où, avec un ami, on essaye de réunir 144 000 personnes, qui est un autre noyau dur. Donc, tout ce qu'on trouve, par exemple, décrit dans la Bible, on dit qu'il fallait 144 000 personnes, 12 tribus de 12 000 personnes. Et en fin de compte, c'est vrai. Donc, on n'a pas besoin d'une masse critique, on a besoin d'une information critique. Et il faut que cette information critique, c'est pour ça qu'avec Steve Niete Poco Paradis, qui est la personne avec qui j'ai mis ça à Ibiza, on essaye d'entraîner, alors s'il y a des gens d'Ibiza qui peuvent participer à cette expérience, en fin de compte, c'est pas énorme, le nombre de gens qu'il faudrait... non. Mais par contre, il faut que les gens ils soient bien calés émotionnellement, d'accord, et qu'ils aient compris ces lois du temps. Et donc, la loi du temps, elle est essentielle parce que, par définition, la vie est temporalité. Donc, si on comprend mal le temps, on a du mal à optimiser chacun nos vies. Alors qu'on soit thérapeute, qu'on soit en désir de changer la société, il faut véritablement faire un changement de paradigme. Et le temps est un paramètre très difficile à changer. Le poète Henri Michaud disait « Même les plus révolutionnaires n'osent violenter le temps ». Et c'est vrai que ni les trotskistes, ni les maoïstes, ni les communistes, ni les socialistes et ni les capitalistes ont vraiment changé notre conception du temps. Philippe, pour venir à ce que tu avais dit tout à l'heure, ça veut dire que quand on s'inquiète, oui, le vaccin va arriver, oui, ils vont nous obliger tous à nous vacciner, oui, ça va être terrible, oui. En fait, que ça devient d'une inquiétude et de, si on peut dire, ça vient d'une partie de nous qui s'inquiète, quoi. Nous sommes en train, sans nous rendre compte, de créer ce futur, alors que peut-être d'autres choses peuvent arriver si on met notre conscience ailleurs. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement, si on met notre conscience ailleurs, voilà. Si on met notre émotion ailleurs que dans la peur, le stress, etc., et qu'on comprend les lois du temps, rien n'est déterminé. Donc, il y a une espèce de lutte entre un futur qui voudrait nous imposer une vaccination avec à la clé tout ce qui va avec le grand reset, et puis une autre société. Donc, j'invite les gens à vraiment comprendre les lois du temps, comment ça fonctionne,
Je vais prendre un exemple. J'ai envie de pleurer, tu vois. Quand tu dis ça, j'ai envie de pleurer. Et tu me disais que le gouvernement est conscient de ça et que Ben, c'est pour ça l'intérêt de créer des émotions négatives parce qu'on est conscient de ça. voilà, c'est ce que les Américains appellent des prophéties auto-réalisées, c'est-à-dire que si on glisse dans la tête des gens les idées et les émotions, eh bien, on fait venir le futur correspondant à la prophétie. Donc, la prophétie, c'est tout simplement l'art d'influencer les gens. Et donc, dans l'influence, il y a l'influence de leurs émotions et l'influence de la pensée. Alors, je vais prendre un exemple. J'avais fait il y a à peu près une quinzaine d'années une formation à Athènes. Et il y avait le responsable du service mesure physico-chimique de la ville d'Athènes. Vous savez, la ville d'Athènes est une ville très polluée comme Mexico. Et il s'était rendu compte que quand on passait aux heures d'été ou d'hiver, il y avait donc un décalage dans les trafics routiers, les embouteillages, etc. Et quand c'était annoncé dans la presse, eh bien lui mesurait, avant que les mesures soient mises en place, des déplacements de pics de pollution. Comme si les Athéniens, en ayant été au courant potentiellement de la mesure à venir, avaient créé eux-mêmes et inscrit dans la matière les pollutions. Alors au début, il a cru que ses ingénieurs travaillaient mal ou se foutaient de lui. Il a pris les choses personnellement en main. Il est tombé sur ce paradoxe qui est levé si on comprend les lois du temps. Les lois du temps sont fondamentales et je pense que dans les années à venir, le prochain souffle de la physique, ça sera de remettre en cause les lois du temps. Et donc ces lois du temps, si on les utilise pour nous, on est dans un combat où chacun devient un guerrier de lumière en contactant sa conscience, ses émotions et en faisant venir un futur potentiel qui ne correspond pas du tout au futur potentiel que nos peurs pourraient faire venir. Et c'est pour ça qu'avec Steve à Ibiza, on essaye d'amener des gens à faire par des méditations, par un travail sur eux, ce qu'il faut pour que le futur qui arrive prochainement ne soit pas ce futur de reset. Et en gros, on est devant un carrefour où c'est le grand réveil, où c'est le grand reset. Le grand reset, évidemment, on voit bien que c'est associé à la peur, au stress, à l'angoisse, à la perte de liberté, etc. Alors que le grand réveil, c'est tout à fait autre chose. Et on ne peut pas savoir lequel des deux va arriver. Ça dépendra de nous, puisque nous sommes, c'est le futur étant multiple par définition, il y a plein de potentialités. C'est à nous d'aller chercher le futur qui nous correspond le mieux. Et donc, il y a une espèce de lutte entre la peur et l'absence de peur, entre la lumière et l'obscurité, entre la liberté et l'absence de liberté. On est vraiment dans cette dualité, quoi. On est comme je dirais, un funambule sur le fil de la vie. On peut pencher du côté du grand reset ou du grand réveil, comme en psychanalyse, on peut pencher du côté d'Eros ou Thanatos. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens peuvent... c'est une vraie révolution, parce qu'à ce moment-là, vous voyez bien, si on est malade, la physique classique nous déresponsabilise, mais si on commence à envisager une médecine participative, je suis malade parce que j'ai été actualisé la potentialité de la maladie. Mais ce que j'ai actualisé, je peux l'enlever. Donc, peut-être il y a plein de gens qui sont tombés malades du coronavirus qui sont morts parce qu'ils sont rentrés dans ce champ quantique de la peur. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, ils sont rentrés dans le champ quantique de la peur. Et puis la peur, souvent, est associée à un grand stress. Et le stress abaisse la défense immunitaire. La défense immunitaire abaissée rend l'individu plus perméable au coronavirus. Et à partir de là, évidemment, nos émotions sont déterminantes dans la fragilité de notre organisme. On sait, par exemple, que un stress sévère peut abaisser d'au moins 20% la défense immunitaire. Donc, effectivement, il y a une psychoneuroimmunologie, c'est-à-dire mon état psychologique, les émotions, les peurs ont une action sur mon système nerveux et mon système endocrinien. Et en finalité, je peux abaisser ma défense immunitaire. Parce que quand on est stressé, on stimule des glandes que nous avons au niveau des deux reins, les corticosurrénales, qui libèrent une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont la plus connue, le cortisol. Donc, et souvent d'ailleurs, la tristesse rend
les poumons plus fragiles. Et donc, la Covid-19, c'est quelque chose qui tourne autour d'une infection pulmonaire, des difficultés respiratoires quand on va jusqu'au bout. Donc, on rentre vraiment dans ce que je pourrais appeler une médecine participative, comme la physique quantique a fait rentrer la physique dans la physique participative. Et donc, on est un mélange de libre arbitre et de prédestination. On peut actualiser ou pas tel ou tel futur potentiel, mais ce futur potentiel précédera toujours le présent. C'est là où il faut inverser la cause et l'effet. Et donc, si on envisage non pas un temps, mais des temps, bah, ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paradoxes en physique quantique qui sont levés. Voilà. Et si on va jusqu'au bout de ce que nous dit la physique quantique, les cosmologistes, quand ils essayent de comprendre les premiers instants de l'univers, ils sont peut-être en train de changer le passé du cosmos, comme si le cosmos était un mystère éternellement mystère. Et si on revient au double quantique, qu'est-ce est l'avantage d'avoir un double quantique? Alors, l'avantage, c'est que nous vivons sur deux temporalités, si je puis dire, deux groupes de temporalité. Il y a une partie de nous qui est incarnée, ici-bas, et il y a une autre partie qui est dans un temps qui s'écoule plus lentement que le monde dans lequel nous vivons, le monde terrien. Et cette autre partie qui vit dans un temps qui s'écoule plus lentement, je l'appelle le double. Alors, cette notion de double, on la retrouve chez les Égyptiens, parce qu'ils appelaient le double le Ka, et donc ils le représentaient comme ça, les mains en l'air. On retrouve également dans beaucoup de sociétés traditionnelles cette notion de double. Alors, quel est l'avantage? C'est-à-dire que quand on vit ici-bas, on vit au présent. Mais le double, lui, il a accès à tous les passés potentiels et tous les futurs potentiels. Et donc, il est là pour fonctionner en partenariat avec nous. Donc, quand on essaye de faire venir un futur, le risque, c'est de faire venir un futur qui n'est pas forcément adapté à notre personnalité. Et on a des tas d'exemples, les gagnants du loto qui peuvent avoir une vie terrible après avoir gagné. Donc, le double, il est là pour trier les futurs potentiels. Et nous, on est là pour actualiser les futurs potentiels qu'il a su trier. Est-ce que ce double quantique, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur? On peut l'appeler le soi supérieur, mais c'est pas l'ange. Voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on vit simultanément sur deux temps. Alors, ça nous amène à envisager, avant l'incarnation, on formait une unité, et cette unité s'est divisée en deux. Il y a une partie, nous, qui avons été s'incarner, et il y a une autre partie qui vit dans un temps où il n'y a pas d'incarnation possible. C'est la raison pour laquelle, si on prend cette image de la particule qui a une double dimension, une dimension corpusculaire et une dimension ondulatoire, notre double a une dimension presque ondulatoire, énergétique, qui ne permet pas l'incarnation, mais l'avantage, c'est qu'il peut aller visiter les futurs potentiels et les passés potentiels et nous sélectionner ceux qui nous correspondent le mieux. Et nous allons les actualiser grâce à la machine du temps qui transforme du potentiel en présent. Et c'est ça le moteur du temps. Alors ce double quantique, je l'ai retrouvé dans beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est beaucoup un enseignement secret. On trouve ça par exemple chez les peuples de la Sierra Nevada, où ils considèrent que le double est dans un espace-temps qu'ils appellent Aluna, et que toutes les choses que nous vivons ont pour cause la Luna. Nous sommes que dans l'effet de ces causes. Et donc, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a un espace visible, celui dans lequel nous évoluons, l'espace de la réalité ordinaire, et couplé à cet espace, il y a un espace-temps invisible qu'on pourrait appeler l'espace-temps de la réalité non ordinaire ou invisible. Et c'est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Nous sommes que dans les faits. Et donc, quand on fait converger la physique et l'anthropologie, on a une compréhension de la vision que peuvent avoir les peuples traditionnels. Alors, il ne s'agit pas de les transformer en objets quantiques ni en laboratoires expérimentaux, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut considérer qu'il y a eu deux façons d'envisager le monde. Nous, notre socle, ce que j'appelle le socle d'une société, c'est la façon de concevoir l'espace, le temps, l'énergie, la matière, la lumière. C'est plutôt un espace-temps classique et une conception classique de la matière. Et les peuples traditionnels ont plutôt une conception quantique
de l'univers. Et donc, dans le choc des civilisations, ça a été un petit peu le même choc que les physiciens classiques ont ressenti avec l'arrivée de la physique quantique. D'ailleurs, Wilhelm Oswald, qui était un prix Nobel, disait que l'enfer pour un physicien classique après sa mort, c'est de recevoir chaque jour 8 heures de cours de physique quantique. Et probablement pour un physicien quantique, ça consistait à recevoir 8 heures par jour un cours de physique classique. Alors, moi, au départ, ma démarche était celle d'un physicien qui essayait de comprendre la microphysique avec une autre conception du temps, et je me suis rendu compte que cette conception, on la retrouvait chez les civilisations passées, on la retrouvait également chez les peuples traditionnels, et ça m'a amené à envisager la thérapie autrement. Et dans ce que nous vivons, on peut se transformer en guerrier de lumière à partir du moment où on contacte son double, puisqu'on a une puissance découplée. Donc notre double a la puissance d'une étoile. Donc si nous contactons notre double, et donc je propose des méditations avec contact du double, en lui confiant les potentialités qu'on voudrait voir venir, et que lui va trier et s'assurer que ça correspond bien à notre équilibre, eh bien on vit une philosophie que j'appelle l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire qu'on s'occupe de soi, mais en s'occupant de soi, on participe à l'équilibre de la planète. Et donc, je suppose qu'on contacte ce double, comme tu l'as dit tout à l'heure, en restant dans des émotions hautes. Émotions que tu as déjà parlé, gratitude, amour, bienveillance, voilà, confiance en l'avenir, tout ce que la situation actuelle nous enlève, si on n'y prend pas garde. Voilà, c'est vraiment un combat qui est... Donc, si on considère que notre double a la puissance d'une étoile, donc on est déjà accompagné, on ne peut pas dire qu'on est seul, et on a un partenaire de vie qui est puissant. Donc si on réunit, alors l'histoire d'information critique, parce que c'est ça, 3,5% permettent au minimum de faire basculer un régime politique. Il y avait aussi les expériences qui avaient été menées par Maharishi Ghosh, qui était entre autres le gourou des Beatles, qui avait montré que quand 1% d'une population pratique la méditation transcendantale, on fait diminuer la criminalité, et même dans l'armée, on diminuait le nombre de morts. Et si des gens font de la méditation hyper transcendantale, vraiment plusieurs heures par jour, eh bien à ce moment-là, c'est racine de 1%. Et si vous calculez, on a à peu près 7,7 milliards d'individus sur Terre, ça fait de l'ordre de 9000 personnes. Donc il faut de la cohérence, il faut ciseler ses émotions qui entraînent un cisèlement de ses pensées. Il faut avoir conscience que nous avons un partenaire de vie qui a autant intérêt à ce que l'équilibre arrive sur la planète Terre et qu'on peut utiliser. Et à partir de là, on peut vraiment arriver à renverser la situation actuelle et faire venir un futur potentiel qui ne soit pas une extinction de la nature humaine comme c'est prévenu, avec une distanciation, des masques à vie, une crise économique, etc., mais à nouveau faire venir la vie pleine et entière. Donc là, on est 943 personnes en live. Et d'ici demain, plus de 10 000 personnes vont voir cette vidéo. On a déjà la quantité de personnes nécessaires. Exactement. Alors, et même ici, le petit groupe, le 943, on est déjà, si on se met tous ensemble à penser que ça va aller bien, qu'on va avoir plus de conscience, que tout le monde est déjà en train de créer la crise financière, d'après ce que tu dis, hein. Dès qu'on rentre dans un âge d'abondance, que les gens vont prendre conscience, etc., on peut le créer. Nous sommes déjà... Exactement. Il faut avoir la certitude que notre double a la puissance d'une étoile. Voilà. Ouais. Ensuite, il faut vraiment retrouver la confiance. Donc, la confiance en l'avenir. Ce double va nous aider à aller sélectionner la meilleure des potentialités pour nous deux. C'est vraiment un partenaire de vie. Ensuite, notre double, qu'est-ce qui limite l'interaction qu'on peut établir avec lui? C'est tout ce qui est les émotions basses, la peur, la colère, la frustration, le stress, l'angoisse, etc. On a la sécurité, c'est-à-dire que si on envisage, on lui demande quelque chose, lui, il peut vraiment soit écarter la chose qui ne nous convient pas à deux, soit la faire venir.
Donc, quand on essaye d'aller dans ces mondes invisibles, souvent, on n'a pas de protection. Le double a la protection du passé. C'est ça qui est intéressant. Le passé est plus proche du principe créateur. Donc, c'est comme si on avait l'aide d'une banque de données informationnelle. Et puis, ça permet, on peut l'utiliser tout le temps dans la journée parce que il est toujours là, mais il y a un moment privilégié où l'utiliser, c'est pendant le sommeil, et en particulier le rêve. Donc, quand on va se coucher, on peut lui confier nos problèmes, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de problème à bannir, parce que tout problème qui nous préoccupe crée du trouble, et le laisser agir. Donc, il faut redevenir un petit enfant plein de confiance, ce petit garçon et cette petite fille que nous avons été à un moment donné de notre vie, où on faisait confiance à nos parents, aux adultes, et quand on avait un problème, on était certain que les adultes pouvaient résoudre ces problèmes que nous, petits, on ne pensait pas pouvoir résoudre. Et il faut retrouver cette humilité qu'on a connue. Et on retrouve ça dans toutes les traditions, hein. Et donc, cette conception du temps, elle permet d'unifier, entre autres, toutes les spiritualités. Voilà, et plutôt d'être dans l'opposition, on peut aller dans la convergence. Donc, c'est à nous. On pourra après faire aller plus loin, mais rien que ça, si les gens suivent et font appel à leur double, donc ils se mettent dans un état de relaxation, ils envisagent vraiment le futur qu'ils voudraient voir. Alors, vous avez des gens, ils veulent voir un futur de liberté, un futur de partage, de fraternité, un futur où on n'a pas besoin d'avoir un masque, et ils laissent leur double agir. Voilà. Et si 958 personnes font ça, on peut arriver. Complètement. L'expérience d'Ibiza, il y a à peu près 150 000 personnes à Ibiza. On a dépassé à peu près les 3,5%, ce qui fait de l'ordre de 5 000 personnes. Et donc, on commence vraiment à avoir des données, et je pense qu'on peut encore monter en puissance. Donc, c'est vraiment l'information critique plus que la masse critique qui est le plus important. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'homéopathie. L'homéopathie, son action, elle est presque inversement proportionnelle à la masse pondérale. Au pondéral, là, c'est autre chose qui agit. C'est pour ça d'ailleurs que c'est troublant, parce que voilà, on a tout ramené à la matière. Et donc, ça peut être la vraie solution. Sinon, effectivement, si on a compris que le futur précède le présent, si on nous formate dans l'émotion de peur, d'angoisse, de stress, on fera venir le futur qu'on veut légitimement et avec beaucoup d'honnêteté combattre. Mais si on combat la peur au ventre, c'est pas bon. Il faut retrouver cette confiance. Et c'est pour ça que le fait d'être deux, ça donne une propriété supplémentaire. Je dirais même, par exemple, en physique. Je viens de comprendre, tu l'as dit plusieurs fois, mais je viens de comprendre ce que tu dis. C'est qu'on n'est pas 960 personnes, on est des milliards parce que nous sommes 963 maintenant, plus le double de chaque. Bien sûr, le double. 963. Ok. Et puis, les doubles peuvent interagir, c'est comme en écologie, c'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3, parce qu'il y a une interaction avec les doubles. Alors, en physique, on a, par exemple, vous avez certains matériaux qu'on appelle des supraconducteurs, et quand on les met à certaines températures, assez basses, les électrons, au lieu de circuler individuellement, circulent en s'associant par deux. On appelle ça des paires de Cooper. Et à ce moment-là, le matériau acquiert des propriétés intéressantes, notamment comme il n'y a plus de force de frottement des électrons qui circulent dans le matériau, on a des champs magnétiques importants. C'est grâce aux supraconducteurs qu'on a pu mettre au point la RMN. Il faut créer un état supraconducteur spirituel. C'est-à-dire chacun, en contactant son double, forme une paire, et cette paire, si on envisage une interaction, on a une action exponentielle. Et c'est ça qu'il faut arriver à mener, et ça doit être mené avec le maximum de bienveillance pour ceux qui peuvent d'amour, déjà d'estime de soi, parce que beaucoup de gens dans cette période ont un manque d'estime d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs l'élément très perturbé quand on fait du coaching. On s'aperçoit que l'estime de soi, c'est vraiment une donnée qui est souvent malmenée. Il faut arriver à rendre la personne en meilleure estime de soi. Et donc, notre double nous permet d'avoir une meilleure estime de soi.
on peut pas se mésestimer, c'est mésestimer la puissance de son double. Or, notre double a la puissance d'une étoile. Donc, à deux, on est fort. Et je dirais même, par exemple, si on prend des pathologies comme le mongolisme, un mongolien, il est peut-être ici considéré comme un individu atypique, faible, mais il a un double puissant. Donc, tout individu a un double et grâce à son double, il peut augmenter sa puissance. Ok, et ça, on peut l'utiliser, soyons clairs, pour déjà changer des choses dans notre vie et changer des choses dans la collectivité. Mais une question qui n'est pas claire pour moi, est-ce qu'on ne met pas d'intention? On est juste dans les bonnes vibrations et c'est le double qui va choisir à notre place, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on doit, il faut vraiment vibrer sur la chose qu'on veut. Et notre double, lui, on lui confie, à toi de jouer, que ta volonté soit faite, comme on dit chez les chrétiens, que ta volonté soit faite. Et lui, en fonction de sa capacité d'aller visiter les passés potentiels et les futurs potentiels, il va sélectionner ce qui est le mieux pour nous. Alors des fois, il va nous accorder ce qu'on veut, des fois il corrigera, on verra la demande sous un autre œil, mais voilà, on a la garantie, la sécurité d'avoir une espèce de goûteur de potentialité qui va nous sélectionner le meilleur pour nous. C'est-à-dire, on met une intention large. Bon, j'aimerais voir un monde plus conscient, par exemple. Mais après, comment ça va se passer, etc., comment on va arriver, ça, c'est le travail du double. Voilà, Jean Cocteau disait « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Donc, ces mystères nous dépassent, laissons notre double agir. Alors, il faut quand même que le futur dans lequel on veut vivre soit précis. Il faut quand même préciser des choses. Il faut que ça soit précis. Moi, qu'est-ce que je voudrais voir dans ce monde? Il faut allier l'individuel et le collectif. Qu'est-ce que je voudrais vivre dans le monde à venir? Est-ce que je veux, par exemple, avoir de la liberté? C'est-à-dire, je voudrais pouvoir circuler librement. Est-ce que je veux le partage des connaissances? Est-ce que je veux un monde de fraternité, etc. Je sens que c'est vraiment quelque chose que je veux, donc je vibre émotionnellement et je le confie à mon double en lui disant voilà moi ce que j'aimerais vivre dans le monde à venir, si ça correspond à ce qui est bien pour nous deux, à toi de jouer. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passera. Et il y a peu de chances qu'il y ait de grosses corrections. Parce que, voilà, c'est souvent, moi j'avais été, il y a une dizaine d'années, j'étais intervenu au Canada où il y avait déjà beaucoup de conférences sur la loi d'attraction qu'on présente comme tu penses à la chose et tu la fais venir. Mais non. Par exemple, les gens qui n'ont pas pactisé avec l'argent, qui sont dans une énergie argentophobe, qui rejettent l'argent, ça ne peut pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut déjà assainir le représenté de l'argent. Et une fois que c'est fait, effectivement, les gens peuvent faire rentrer l'argent dans leur vie. Voilà, on est toujours dans ce tandem émotion-pensée. L'émotion précède la pensée. D'ailleurs, on le voit bien, hein, l'émotion, l'émotion d'amour, elle est que croissante. Vous voyez, on peut aimer sa femme, on peut aimer sa maîtresse, ses enfants, on peut aimer sa patrie, on peut aimer la terre, on peut aimer le cosmos, on peut aimer l'univers. La haine, elle est limitée. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une haine cosmique. On peut haïr quelques personnes, on peut même haïr la vie incarnée, mais le cosmos, c'est plus difficile. Tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Parce qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Non, je pense que on retrouve une autre conception de la vie qu'avait l'Égypte antique. J'ai beaucoup étudié l'Égypte antique, hein, et le pharaon, par exemple, était la plus haute autorité, c'est-à-dire celui qui maniait le mieux le double. Et il faisait venir pour la haute et la basse Égypte le meilleur des futurs potentiels. Donc, il n'y avait pas vraiment cette notion d'esclavagisme. En tout cas, moi, ce que je garde de ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, si je peux le dire, que nous pouvons créer ce que nous voulons voir dans le monde et que ça dépend de nous. Ça dépend de nous, ça dépend de la compréhension des lois du temps, et en étant au mieux dans sa vie, on aide à l'équilibre de la planète. Donc le pouvoir créateur, c'est je veux améliorer ma vie, parce que plus j'aurai une vie agréable, plus je vais mieux vibrer et plus mon double en profitera.
et je vais mettre à contribution mon double, qui n'est pas le Père Noël, mais quelqu'un à qui je confie, voilà, moi j'aimerais bien voir ça, à toi de jouer, pour qu'on puisse s'équilibrer individuellement, et en étant équilibré individuellement, on équilibre la planète, ce que j'appelle un égoïsme altruiste. C'est-à-dire, l'égoïsme qui consiste à vouloir aller mieux participe à l'équilibre de la planète. Donc, on n'a pas, comme beaucoup de gens qui souvent se lancent dans des combats parce qu'ils sont pas bien dans leur vie et ils essayent de compenser par les combats collectifs. Là, on est dans l'obligation presque d'aller bien dans sa vie pour aider l'équilibre de la planète. Et donc, rien n'est décidé. Le futur n'est pas déterminé. C'est une somme de potentialités. Et c'est exactement ce que nous dit la physique quantique. Dans les pays anglo-saxons, on appelle la physique quantique la science des potentialités. Les choses ne sont jamais données une fois pour toutes, elles peuvent évoluer et ça dépend de la façon dont la conscience de l'observateur interagit avec l'objet de son étude. Et Philippe, imagine-toi que parce que comme nous avons eu tellement peur, nous avons attiré un futur, par nos émotions, nous sommes en train de créer une potentialité qui ne nous convient pas. Cette potentialité peut être à tout moment changée aussi. Oui, oui, bien sûr. Elle peut être changée. Je pense que si les gens retrouvent l'espoir et comprennent que les choses peuvent être changées, quoi, ils sont acteurs. Vous voyez, ce qu'on voit en neurosciences, c'est qu'un cerveau, c'est fait pour agir. Si un cerveau peut pas agir, c'est-à-dire dans le monde des animaux, l'agressivité ou la fuite, chez les hommes, il y a une option supplémentaire, c'est la fuite dans l'imaginaire ou dans la névrose ou dans la psychose, dans la créativité, dans l'idéologie. Eh bien, les individus sont pas bien. On est dans une période de confinement, il faut retrouver notre pouvoir d'action et notre pouvoir créateur. Et rien qu'en ayant la possibilité, même en confinement, de contacter son pouvoir créateur, on sort de cet enfermement que le docteur Henri Laborie appelait l'inhibition de l'action. Quand on peut ni fuir ni agresser, on finit par s'auto-agresser. Et donc déjà, c'est la première libération et la première action. Ben, magnifique, vraiment, tu ne sais pas à quel point je suis touchée, je suis très émue par tout ce que tu es en train de dire. Alors, on passe aux questions-réponses. Oui. Oui, et en plus, ce que je me dis, c'est pas si difficile. Non. Et que j'insiste, on est 973 personnes maintenant, nous pouvons, rien que nous, changer le futur de la planète, d'après ce que tu es en train de dire. Oui, bien sûr, on participe à changer le futur de la planète, hein. C'est pas donné une fois pour toutes. Bon, vous avez entendu, mes amis. Hein. Aucun doute, hein. Faut pas douter, c'est ça le problème. Il faut être dans la certitude. C'est la force des chamans. Hein. L'une des dimensions essentielles du chamanisme, c'est la certitude. Pas de doute. Le doute est une énergie qui limite la communication avec son double. Il faut que vous ayez vraiment la certitude. Bon, certitude. Alors, Thierry dit, j'ai entendu parler qu'il y a 5 futurs différents possibles. Ben, je sais pas, 5 futurs, non, on peut en ajouter 10, 100, 20. Aristote disait, si tu penches à une chose, cette chose existe. Je ne sais pas à quels 5 futurs il fait allusion, mais il y en a beaucoup plus de possibles. Hein. Le futur est fait de multiples potentialités. C'est nous qui allons chercher telle ou telle potentialité. D'accord. Alors, bonsoir Philippe. Le passé dont vous parlez n'a pas de lien de corrélation avec notre vécu. Exemple, notre enfance. Donc, tu comprends la question? Oui, je vais te la mettre ici. Ben, le passé, on s'inscrit tous dans une lignée générationnelle et on a un passé qui nous est propre et puis il y a le passé de notre lignée générationnelle. Alors, je vais introduire une autre propriété. On s'aperçoit que parmi les propriétés de la physique quantique, il y en a une qui s'appelle l'intrication. C'est-à-dire que quand 2 objets ont été en contact et ils ont, du fait de l'interaction, le maximum d'interactivité, par exemple, si on pense à 2 objets qui s'attirent par la gravitation, si on éloigne
des objets quantiques, même si on les a mis à des milliards et des milliards de kilomètres, ils vont interagir comme avec la même force que celle qu'ils avaient quand ils étaient en contact. Mais il existe également une intrication temporelle, c'est-à-dire que notre présent est intriqué avec notre passé. Et donc, pourquoi les peuples traditionnels rendent hommage à leurs ancêtres? C'est parce qu'ils connaissent intuitivement cette loi d'intrication et que le passé des ancêtres fait venir un futur qui est en équilibre avec le passé des ancêtres. Et donc, le but sur Terre, c'est de faire venir un futur qui soit en harmonie avec le passé de la Terre, de toutes les vies qui nous ont précédés et qui ont œuvré à l'équilibre de cette planète, pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais ça, c'est le passé de nos ancêtres. Normalement, ils ont énormément souffert, la plupart. Oui, ils ont souffert, mais ils ont gardé une certaine direction quand même. Et donc, la souffrance, après, on rentre dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'en travaillant sur soi au présent et en modifiant son passé, on aide nos ancêtres à pouvoir s'élever. C'est ça le travail. Nous sommes nos ancêtres. Oui, et nos ancêtres sont intriqués avec nous. Et donc, voilà, il y a une espèce d'interactivité du présent vis-à-vis du passé et du passé vis-à-vis du présent. Ok. Alors, Kenza dit, attends, je vais te mettre la question pour voir si tu comprends. Il dit, car dans nos vies quotidiennes, peut observer que dans le présent, lorsque nous pensons toujours au passé, cela ne nous aide pas à créer une vie épanouissante. Bah, le passé peut être obsessionnel, hein. Souvent dans des problèmes psychologiques, il y a une cristallisation du patient sur son passé. Et donc, ça peut bloquer le futur, hein, c'est sûr. Peut-être le travail avec le double peut s'avérer très porteur. Moi, j'ai aidé des gens à sortir de cristallisation du passé. Après, ça devient obsessionnel. Et donc, souvent, c'est parce que leur ligne temporelle ne peut pas évoluer. Vous voyez, on peut tracer à partir d'un point plein de lignes temporelles, quoi. Et donc, un vrai travail au présent dégage la personne du poids du passé et l'amène à avoir une autre ligne temporelle. C'est ça qui est intéressant. Et ça, qu'est-ce que c'est que soigner une personne? Il n'y a personne qui guérit personne, il y a simplement un facilitateur qui permet à la personne d'aller actualiser ses propres potentialités de guérison. Et donc, les propres potentialités de guérison passent par une action au présent qui modifie l'intrication du passé de la personne qui pouvait être cristallisée et qui bloquait son évolution. Et ça, on le fait avec le double. Oui. Magnifique. Alors, Marie-Hélène qui dit, bonsoir, mais c'est génial ce que vous dites, et c'est en fait, c'est évident. Oui, c'est évident. Bah oui, c'est pas simpliste, c'est simple. La simplicité, c'est la complexité qu'a su décanter. Donc c'est simple, et c'est même trop simple par rapport à un monde qui recherche parfois un raffinement de complexité, quoi. C'est basique. Bon, je passe aux questions qui m'arrivent de l'autre côté. Waouh, il y en a plein. Bon, c'est un sujet qui crée beaucoup de questionnements, hein, j'imagine. Alors, Chris Anel dit, le temps est un point passé, présent et futur? J'ai pas entendu la question. Le temps est-il un point? C'est-à-dire qui converge, passé, présent et futur. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que le présent, le passé et le futur sont toujours en interaction. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc, si on change le présent, on change le passé, et le passé lui-même a son propre futur. D'accord ? Oui. Alors, ça paraît un peu compliqué, parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est parce qu'on a tellement un formatage sur le temps que quand on aborde ces choses-là, ça se brouille. Et peut-être certains auditeurs vont avoir une espèce de changement de paradigme. Mais je pense que c'est la plus grande des libérations de l'humanité, c'est-à-dire de changer notre conception du temps, entraîne une espèce d'expansion de conscience et une bouffée de liberté incroyable. C'est ce qu'on pourrait appeler le temps, c'est une prison à roulettes. On ne connaît pas la nature du moteur qui fait avancer le temps, et on est ici, on ne peut pas être ailleurs. Donc on est dans une prison à roulettes. Ça avance sans qu'on comprenne vraiment son moteur, et on est emprisonné ici-bas.
Bah déjà, prendre conscience qu'on a un double qui n'est pas ici, c'est déjà rentrer dans un système beaucoup plus ouvert et beaucoup plus puissant. Et donc, si les gens vraiment prennent conscience du temps, vous allez voir, ils vont, en termes de confinement, ils vont avoir le sentiment d'une expansion de conscience et donc d'une libération. Je te jure, je crois que je l'ai déjà vécu. Hein. Je me sens plus, je me sens hors cet espace-temps du confinement. Bon, Anne, comment sait-on si on a réussi à contacter notre double quantique? Alors, par exemple, quand on est bien, après avoir médité avec son double, ou quand par exemple, prenons ce soir, chacun va se coucher et va présenter à son double ses problématiques, quelles qu'elles soient. Donc, le rêve est un lieu d'échange informationnel. D'ailleurs, pendant qu'on rêve, on peut plus bouger, on est dans ce que les physiologistes appellent l'atonie posturale complète, et c'est là où, par le biais de notre corps énergétique, il y a un échange avec notre double et on reçoit des informations. Et bien, quand on se lève le matin, quelle que soit la durée du sommeil, si on est bien, ben, ça veut dire qu'on a réussi son échange. Alors, le sommeil, il faut faire attention parce qu'on passe par différentes phases. Alors, quand je dis attention, il faut être un petit peu vigilant. La première phase, c'est l'endormissement. C'est la seule que nous puissions contrôler. Ensuite, on a une deuxième phase qu'on appelle le sommeil lent léger. Alors, le terme lent, ça vient du tracé électrique de notre cerveau qui a des ondes d'une certaine allure, ondes lentes, léger parce que la moindre perturbation nous réveille. Et puis après, il y a les étapes 3-4, c'est le soleil lent profond, c'est toujours le même type d'onde, mais il faut beaucoup plus de perturbations pour réveiller la personne. Et enfin, il y a la 5e étape, qui est le rêve, qu'on appelle aussi le sommeil paradoxal, on appelle REM, Rapid Eye Movement. Et c'est pendant le rêve, on rêve 4 à 5 fois par nuit, on rêve à peu près 100 à 110 minutes par nuit, qu'il y a des échanges informationnels. Et quand on a su s'endormir, non pas sur des peurs, des stress, des angoisses, des frustrations, mais au contraire, on s'endort avec le maximum de bienveillance pour soi, pour sa vie, pour le monde, eh bien, on a le maximum de chances de faire un bon voyage. Finalement, le ticket qu'on prend en s'endormant, c'est l'équivalent du ticket qu'on a dans un aéroport pour aller vers telle ou telle destination. Si on s'endort avec le ticket de la peur, on va visiter le pays de la peur et on ne sera pas bien quand on va se réveiller. Et pareil, si on s'endort avec le ticket de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, etc. Donc, c'est vraiment l'endormissement qui est la phase qu'on puisse contrôler. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser faire la machine qui nous amène des informations. Ces informations, on n'est pas obligé de se rappeler de ses rêves, même si je suis psychanalyste, on n'est pas obligé de travailler sur les rêves. Les informations sont en nous et après, on a l'intuition et c'est nous qui allons actualiser les informations que le double nous a glissées pour qu'on puisse actualiser, c'est-à-dire faire venir un futur potentiel qui nous correspond le mieux l'un et l'autre. Je vais te poser une question. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à ça. Moi, honnêtement, pas beaucoup, mais je sais qu'ils s'intéressent beaucoup. C'est quand tu vois les mêmes chiffres, 11, 11, ah, oui. 12, 12. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est souvent un signe du double. On dirait en termes psychologiques, c'est une synchronicité, mais une synchronicité vis-à-vis de qui? C'est une synchronicité avec son double, c'est-à-dire que le double se manifeste avec, on garde l'heure, il est 12h12 ou il est 20h20. C'est un petit signe que le double nous envoie. Alors, il y a des fois, on reçoit des intuitions qui nous amènent à opter pour telle ou telle direction. Tout ça, c'est des petits messages que le double nous envoie. De même, l'intuition, c'est souvent le travail du double. Hein. Je veux dire, on peut dire comme Archimède, Eureka, j'ai trouvé. Donc, c'est vraiment l'état de bienveillance, de relaxation, de confiance. On sent bien qu'actuellement, la situation est difficile parce que, il y a toutes ces menaces, un futur angoissant. Voilà. Donc, il faut vraiment, il faut faire un yoga intérieur. Et le vrai guerrier de lumière, c'est celui qui est capable de contacter ses ressources émotionnelles les plus hautes pour faire venir, grâce à son double, le meilleur des potentiels. Et c'est à la portée de tout le monde, c'est indépendant de la culture, de l'intelligence de la personne, c'est tout simplement sa capacité
à faire reddition, c'est-à-dire à s'en remettre à un niveau supérieur, ce qui est souvent l'élément fondamental de la spiritualité, c'est-à-dire que s'en remettre à la puissance supérieure et faire en sorte que la puissance supérieure puisse nous amener dans la meilleure des directions. Donc il faut faire confiance. C'est peut-être là où on est frappé, faire confiance dans une période où effectivement la confiance est sérieusement entamée du fait du peu de fiabilité des informations et du brouillage médiatique de l'ingénierie sociale qui se met en place depuis quelques années. Ça me fait rigoler parce que je dis que nous doubles sont en train de nous envoyer quand même un gros message. Si vous voyez, cette année s'appelle 2020. Ah oui, oui, c'est 2020. C'est 2020 et c'est pas étonnant si effectivement on pourrait dire que le grand reset ou le grand réveil c'est quand les gens vont prendre conscience qu'ils sont là au service de leur double et réciproquement le double est à leur service et ça s'appelle le grand réveil. Et puis le grand reset c'est couper les gens de leur double. Hein. Vous voyez bien qu'à un moment donné le but c'est de couper les gens de leur double. Donc on a un pied dans d'autres temporalités, dans ces autres temporalités, ben on a une potentialité formidable. Tiens, on est 999 encore. C'est vraiment 999 quand même. Hein? 999. Ouais. Et c'est un 6 à l'envers en plus, le 9. Hein. C'est un 6 à l'envers, ça veut dire qu'on est en train de capter une autre dimension. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de réactiver cette connaissance qui était connue autrefois. Et les doubles, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir agir. Hein. Tout à fait. Agissons. Alors, on continue avec les questions. Il y en a énormément. Merci parce que je vois que comme vous, il y avait quelqu'un, Sonia, qui disait c'est si simple et tellement plein d'espoir pour l'avenir. C'est tout à fait ça. Alors, Mélanie, est-ce que le nombre de personnes, c'est-à-dire 3,5%, est lié à la fréquence vibratoire des pensées? C'est-à-dire les pensées positives vibrent plus haut que les autres. C'est pour cela que plus de personnes feront un basculement. Oui, c'est sûr que les fréquences positives sont différentes, mais de la fréquence positive dépend la potentialité qu'on va aller chercher. Donc il y a une espèce d'interférence qui se fait et qui amène 3,5% de la population à pouvoir envisager un basculement. Mais à mon avis, ça peut même aller à moins de pourcentage. Je pense que si les gens utilisent leur double, on peut atteindre 1%. Et 1% de la France, par exemple, d'un pays comme la France, c'est combien? Il faut calculer, 1%, ça ferait de l'ordre de, si je calcule bien, 10 000 personnes. Voilà, et non, mais il y a déjà, dans cette semaine, imagine-toi qu'on est 40 000 inscrits. Donc, on est largement suffisant. Hein. Je pense que c'est exponentiel, c'est ce que la science nous enseigne, les effets non linéaires, l'effet papillon, quoi. Un battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan à Chicago. Donc nos doubles peuvent jouer le rôle d'effet non linéaire, c'est-à-dire entre l'action et la réponse d'un matériau, la réaction, on a des systèmes où une petite action a une action exponentielle démultipliée. C'est pour ça qu'on donne cette image qu'un battement d'aile d'un papillon, qui est l'exemple même de l'insignifiance et de la fragilité, est capable de déclencher un ouragan avec toute la puissance d'un ouragan. Donc c'est vraiment le moment, 2020, c'est le dédoublement, c'est le moment des réveils des doubles, c'est le moment aussi d'un changement, d'une bifurcation. C'est intéressant, on est vraiment dans l'apocalypse au sens étymologique du terme, c'est révéler ce qui est caché. Et donc, ce soir, on révèle l'existence cachée d'un partenaire de vie qui a toujours été utilisé dans les anciennes civilisations. Si on prend la Grèce antique, si on prend même dans la Bible, hein, vous avez dans les écrits, on va dire, religieux, l'évangile de Thomas, il est dit « Du temps où vous étiez un, vous avez fait le deux. Alors étant deux, que ferez-vous » Alors, un, c'est avant l'incarnation, il y a une unité.
Ensuite, cette unité se divise en deux. Il y a une partie qui reste notre double dans un temps qui s'écoule plus lentement que nous, incarnés. Et à ce moment-là, on nous interpelle bien, du temps où vous étiez un, avant l'incarnation, vous avez fait le deux, vous avez tous un double, être incarné, alors étant deux, que ferez-vous? Voilà. Et ben, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà. Alors, Juliette dit, intellectuellement c'est limpide, mais émotionnel, comment faire pour attendre les émotions hautes lorsqu'on nage dans la peur, la tristesse ou la colère? Mais déjà, je vais te dire quelque chose, Juliette. Tu prends toutes je vais vous raconter quelque chose rapidement, Philippe. Excuse-moi. Cette semaine, ça a été un peu difficile pour moi. Je suis en train de déménager. Bon, bref, je vous passe, mais ça a été difficile. Le fait d'accompagner à toutes ces personnes qui nous sont venues parler, d'entendre toutes ces informations, je suis dans des émotions, mais vous imaginez pas, d'une joie, d'une confiance incroyable. Après, il y a le travail aussi sur les émotions dans le sommeil de la conscience. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver en YouTube. Moi, mon livre Guérir de ses blessures émotionnelles vous montre comment traverser ces émotions. Donc, ça fait un moment que nous faisons en sorte que vous puissiez sortir de ces émotions pour aller dans des émotions plus hautes en vibration. Voilà, c'est une petite parenthèse, je te laisse répondre. Quand on a vraiment la certitude que notre double est très, très puissant et qui peut changer les choses et que nous avons la possibilité de faire changer les choses, quels que soient les gens qui bloquent la situation, je pense que ça aide à abandonner ses colères et ses frustrations. C'est vraiment un yoga intérieur qui nous est proposé et donc la bataille, elle est émotionnelle. Hein. C'est vraiment la bienveillance contre la peur, l'amour contre la haine. C'est vraiment ça qui est proposé. Et là, on est mis à l'épreuve, si je veux dire. C'est un thème qui est récurrent dans les spiritualités, mais là, on le vit, quoi. Et donc, c'est à nous de le dépasser parce que finalement, c'est une transmutation qui nous est demandée, de transformer cette énergie extrêmement puissante qui est la colère ou la peur en quelque chose d'encore plus puissant. Et en fait, il y a aussi, tu l'as dit depuis le début, demander de l'aide à son double, c'est-à-dire avant de se coucher, j'ai cette colère et d'après ce que je comprends, la donner à son double. On peut lui confier, voilà, j'ai une colère que j'ai du mal à dissiper, je te la confie, je ne sais pas comment, je n'ai aucune solution, donc on avoue qu'on est sans solution, à toi de jouer. Et vous verrez, des fois, on est aidé, le problème, il va évoluer. Alors, je ne sais pas de quelle façon, c'est propre à chacun, mais si effectivement la colère est une problématique, il y aura quelque chose qui viendra et qui amènera la personne à être de moins en moins en colère. C'est sûr que la colère, et d'une façon générale, les émotions basses, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça coupe du double. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les gens n'ont pas fait le lien entre les émotions et les potentialités qu'ils peuvent contacter. C'est pas anodin. Voilà, on parle beaucoup de physique quantique, mais là, on est vraiment dans un système de participation, quoi. C'est-à-dire que collectivement et individuellement, nos émotions nous amènent à aller visiter telle ou telle potentialité. Tout à fait. Cécile Lopez dit extraordinaire. Quel bonheur d'entendre à nouveau Philippe. Merci. Et Marjorie, ça, tu l'as répondu, comment contacter son double. Quelle est la différence entre le double et l'ange gardien? Alors, c'est différent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment une explication claire de l'angéologie. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps qui s'écoule plus rapidement que notre double. Donc, notre double est plus lumineux que nous. Plus on est lié à un temps qui s'écoule lentement, plus on est lumineux. Victor Hugo disait « La terre est au soleil ce que l'homme est à l'ange ». C'est-à-dire la terre est sombre par rapport au soleil et l'homme est sombre par rapport à l'ange. Mais il existe, en dehors du double, d'autres temporalités où on trouve des anges, des archanges, des chérubins
Et si vous regardez toutes les traditions géologiques, vous retrouverez toujours pourquoi la spiritualité ou le divin est associé à la lumière et l'enfer est associé à l'obscurité. Ben, vous avez une explication. Il ne faut pas oublier que Dieu, ça vient de l'indo-européen Dei, qui veut dire la lumière la plus vive. Et l'Hadès des Grecs, c'était l'endroit le plus sombre. Donc il y a deux colonnes dans l'univers, un temps qui s'écoule lentement et le plus lentement possible. Il y a même un temps qui ne s'écoule pas. C'est le temps du divin, et puis il y a des temps qui s'écoulent de plus en plus rapidement. Alors d'une façon sibylline, Platon disait « le temps, c'est image mobile de l'immobile éternité ». C'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait des temporalités où l'incarnation n'était pas possible, et l'information non incarnée rentrait brutalement dans notre monde, soumis à l'écoulement du temps. Il y avait une déformation. C'est pour ça qu'il dit « le temps, c'est image mobile de l'immobile éternité, un pâle reflet ». Et donc les Grecs considéraient que le monde archétypal était un monde non incarné, et nous vivions dans le monde du sensible. Alors effectivement, c'est un peu un changement de paradigme. On peut voir l'univers non pas en termes d'espace, mais en termes de temps. Il y a un temps immobile, qui est le temps du principe créateur, d'où tout découle, et de ce temps qui ne s'écoule pas, qui est incréé, éternel, vont naître une succession de temporalités de plus en plus accélérées. Et la Terre est entre le temps immobile, le temps du principe créateur, et l'obscurité du futur, les temps les plus rapides. D'ailleurs, vous voyez bien, quand on regarde les films de science-fiction, on sent bien que le futur, il n'est pas sympathique, quoi. Oui, souvent. Voilà, oui, on sent bien que le futur qui nous est proposé, c'est un futur de distanciation, où il n'y a plus de contact humain, c'est une société qui devient froide, où il n'y a plus de sourire, où la relation à l'autre devient ambiguë et suspecte du fait d'une éventuelle contamination. C'est pas du tout le temps du passé, qui est un temps plus humain, plus interactif. La vie ne réside pas dans les molécules, mais plutôt dans les interactions qu'elles établissent entre elles, quoi. C'est l'interaction qui fait l'humanité, qui fait que les hommes et les femmes forment une communauté. C'est pas la distanciation sociale. La distanciation sociale, c'est la mort. La mort, c'est l'absence de lien. Et donc, chaque individu n'est pas séparé de l'autre, puisqu'il est en lien avec son double. Donc, à nous, même à distance, de retrouver cette connexion. Je donnerai l'analogie avec les pères de Cooper, et de devenir des super, on va dire, équilibrants, ou des super spirituels, et de pouvoir ainsi créer une interactivité qui, bien au-delà du confinement, peut agir. Et face à ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que toutes ces forces économiques qui veulent nous imposer un formatage de la société, ils ne peuvent pas accéder au temps de notre double parce qu'ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans l'amour, la bienveillance, etc. C'est une protection. Eux, ils sont liés à des temps accélérés. Et nous, si on y arrive, on peut se lier à des temps décélérés. Et les temps décélérés sont plus forts que les temps accélérés. Mais en revanche, il peut le faire à travers nous. Oui. C'est-à-dire, s'il nous met dans la peur, dans la colère, etc., ils finissent par créer ce qu'ils veulent. Voilà, ce qu'on vit, c'est une guerre des temps, ce qui n'est pas visible pour tout le monde, entre l'information, la désinformation, le futur et le passé. Voilà, en nous mettant, en nous formatant, ils nous amènent à augmenter l'attraction de ce futur et de faire venir ici-bas ce futur. Donc, c'est à nous de proposer autre chose. Et donc, ils ne peuvent pas se lier au temps de notre double parce que malheureusement, c'est plutôt, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Dans leur histoire, ils sont liés à des émotions basses et à nous de trouver des émotions hautes. Tout à fait, tout à fait. Et ça répond à la prochaine question. Je vais te demander, s'il te plaît, Philippe, de la répondre rapidement, mais c'est important parce que nous arrivons à la fin. C'est « si les gens violents demandent à leur double un monde violent ?» Ben, le double n'acceptera pas. Ben, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une espèce de censure bienveillante, c'est-à-dire que si on fait appel au double, lui, il est dans l'équilibre. La logique des temps qui s'écoulent plus lentement n'est pas la logique des temps plus accélérés. Donc, si une personne violente, donc plutôt liée à des temps accélérés, demande de la violence parce qu'elle en elle, le double dira non. Donc, ça ne sera pas opératif. Donc, c'est la meilleure des protections. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de protéger des écarts possibles. Voilà.
tu n'imagines pas à quel point je suis émue. Hein, ça, je crois que je ne suis pas la seule. Tu vois, Mélanie dit c'est juste énorme. Quelle puissance. Si, quelqu'un d'autre qui dit, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je vis ce soir. Sophie, c'est juste incroyable. Merci pour cet échange. Donc, merci Philippe de nous amener à cette confiance. Il y a cet espoir, tu vois. Et il y a cette conscience aussi parce qu'on se rend compte qu'on a une responsabilité parce que tout ça nous amène à la responsabilité. Ça dépend de nous. Ce soir, on était plus de 1000, je ne sais pas combien de personnes. Je crois que nous avons une véritable responsabilité à créer le futur que nous souhaitons et que nous méritons. Et ça commence par nous, rappelez-vous. Exactement. Et je vous invite à partager en masse cette conférence. Donc, je vais voir si on peut la laisser sortir certains extraits. Je vais sortir certains extraits pour le mettre sur Facebook parce que je trouve que c'est juste énorme ce que tu nous as partagé ce soir. Tellement simple en même temps, mais tellement puissant qu'on ne peut pas garder cette information pour nous. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à la partager, à la propager parce que vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça. Non. Philippe, en plus, nous a préparé il a créé une... je suis troublée, hein? Excuse-moi. Non. Je ne sais pas quoi dire. Je suis troublée. Philippe nous a préparé un atelier qui est à l'intérieur du programme, je ne sais plus comment ça s'appelle, Puissance consciente. Il s'appelle Comment se servir de la tout temporelle. Donc, tu vas nous expliquer un atelier de 37 minutes. De quoi il s'agit cet atelier, Philippe? C'est une méditation pour vraiment connecter son double. Je rappelle déjà les lois du temps, donc vous retrouverez des éléments que j'ai abordés, mais d'autres. Et puis surtout, vous verrez comment on peut très simplement se connecter à son double. C'est la méditation du double, celle que je pratique tous les jours et qu'on pratique depuis des milliers d'années, parce que voilà, je n'ai fait que redécouvrir ce qui était connu autrefois. Simplement, moi, j'ai trouvé des équations qui m'ont amené dans cette direction, quoi. Le fait d'abandonner un temps unique au profit de multiples temporalités entraîne l'existence d'un dédoublement. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de regarder, j'ai trouvé ça. Donc, voilà, je pense que c'est une solution parmi d'autres. Et ça permettra aux gens de retrouver leur pouvoir créateur, à la fois individuel et collectif. Tout est dit. Et leur souveraineté. C'est entre humains. Voilà. Entre humains. Et Philippe, je ne sais pas comment te remercier, vraiment. Hein. Je te remercie de la part de toutes ces personnes qui sont avec nous. On était très nombreux ce soir d'ici. Demain, elle va être vue pour 10 000 ou plus de personnes. Je vous invite, s'il vous plaît, partager cette information et soyez le créateur de cette futur que nous méritons et que nous désirons tous. Aidez-nous tous à le créer parce que c'est possible, en fait. C'est ça que je garde de ce soir. Et on va arrêter ici, mais tout à l'heure, à 20h, on va continuer avec Yannick Vérité. Demanderez et vous recevrez. Donc, ça va être encore très puissant pour finir avec dans les plus hautes vibrations cette semaine. OK? Mais, Philippe, je t'adore. Merci. Merci. Allez, au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci.